Avant focus sur le Groenland ce matin. Le Groenland, c'est grand comme 4 fois la France, recouvert à 80% de glace. Alors pourquoi tant de convoitises de Donald Trump? On en parle ce matin avec Mika Blujon-Mérette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en géopolitique des pôles, vous êtes chargé d'enseignement en géopolitique des Outre-mer à Sciences Po. Il faut dire qu'il y a... Alors, fantasme ou réalité, vous allez nous le dire, un gros sujet autour des ressources minières qui sont au Groenland. Est-ce qu'on fantasme ou est-ce que vraiment c'est une terre très prolifique? J'étais à Sciences Po, je suis passé au Québec pour me rapprocher du Groenland justement parce que oui, effectivement, c'est une terre qui est assez prolifique et qui attire beaucoup d'intérêts. Des intérêts évidemment business, évidemment, mais aussi des intérêts géopolitiques, des intérêts stratégiques, des intérêts militaires. Et on l'a vu évidemment avec les tentatives de Donald Trump de racheter le Groenland. Ça date d'août 2019. Il a évidemment réitéré ses demandes d'essayer de récupérer ce Groenland à partir du mois de décembre 2024. Et en fait, ce qui se passe depuis le mois de décembre, c'est tout simplement une tentative d'essayer de mettre la main sur les ressources du Groenland, en particulier sur les sujets qui permettent derrière à la tech et à l'industrie de l'énergie aux États-Unis de pouvoir se développer. Mais on dit souvent que c'est très compliqué à extraire, c'est-à-dire que ça va coûter très cher. Le sous-sol groenlandais retient d'énormes ressources minières. Alors d'une part, il y a la question des ressources au sens où effectivement leur volume est important. L'autre sujet, c'est que ce qu'on trouve au Groenland, ce sont des types de ressources qui sont très demandées par les industries, notamment de la transition énergétique d'un côté et du digital de l'autre. Donc dans ce contexte-là, il y a des modèles économiques qui font que même si exploiter des minerais au Groenland peut être cher, de fait, c'est rentable et ça attire évidemment les intérêts, que ce soit sur la pointe sud du Groenland où il ne faut pas s'imaginer un climat très arctique. La pointe sud du Groenland, c'est finalement un climat assez tempéré, assez similaire à ce qu'on peut retrouver en Scandinavie européenne, mais aussi dans le nord du Groenland ou dans le nord-est du Groenland où là aussi des mines de molybdène, de zinc et d'autres se développent pour ces mêmes raisons. Annalisa. Le Groenland est tellement stratégique que Donald Trump n'est pas le seul à s'y intéresser. Il y a les Chinois, il y a les Russes. Est-ce que le Danemark peut résister face à toute cette pression? Le Danemark a pour lui évidemment le droit international, puisque donc rappelons que le Groenland à ce stade est un territoire d'outre-mer, si vous voulez, du Danemark. En réalité, donc, c'est un territoire avec un gouvernement semi-autonome. Et ce gouvernement semi-autonome, depuis 2009, a la pleine compétence, donc ça se joue à Nuuk et pas à Copenhague, ils ont la pleine compétence sur l'exploitation de leurs ressources naturelles, quelles qu'elles soient. Donc dans ce contexte-là, on peut se poser la question de est-ce que le Danemark est fragile déjà par rapport à la Chine ou aux grands mastodontes, mais le Groenland, c'est-à-dire 31 députés au Parlement, 56 000 habitants au total, est encore plus fragile que le Danemark par rapport à toutes ces grandes puissances. Et de fait, toutes ces grandes puissances ne sont pas là que pour les ressources minières également. Elles font jouer plein d'autres effets de levier, comme le tourisme d'un côté, les infrastructures de l'autre, le développement de la pêche, etc., etc. Donc oui, pour les Groenlandais, c'est une difficulté de pouvoir exister par rapport à ces grands mastodontes. Alors certains articles de presse relatent une histoire intéressante. Est-ce que c'est de l'espionnage? Est-ce que c'est de l'influence d'Américains qu'on aurait trouvé sur le sol groenlandais avec cette idée d'aller chercher des Groenlandais politiquement positifs vis-à-vis de Donald Trump? On cherche à faire un mouvement sécessionniste du côté américain? C'est ce que disent le service de renseignement danois et en fait c'est absolument pas surprenant. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que je regarde ce qui se passe au Groenland effectivement. Et en fait, il y a toujours eu au Groenland, depuis 2010-2011, des tentatives, sinon d'ingérence ou de sécession, pourquoi pas, ou d'essayer de développer des mouvements sécessionnistes, des tentatives en tout cas d'essayer d'influencer, bien sûr, le petit personnel politique, et là je parle de petit en nombre, au Groenland. C'est assez facile de développer du lobbying combien de gens en fait, au Groenland. Je vous l'ai dit, vous dites 31, petit, mais... 31 députés, ouais. En France on en a 577, on a 9 ministres au Groenland, et puis au final, comme on a une population de 56 000 habitants et une capitale de 20 000 habitants, Nuuk, finalement, c'est assez facile de mener des opérations de ce type-là pour créer de l'influence. Et plus le Groenland est stratégique, plus le Groenland a la capacité d'attirer des investisseurs, ce qui est le cas aujourd'hui, plus ça attire évidemment des tentatives d'ingérence, pas que des États-Unis. Annalisa. On parle des ressources minières, on parle aussi beaucoup des routes maritimes qui sont essentielles pour le commerce. Elles permettent de gagner quelques jours très très précieux aux navires. Ça aussi, ça intéresse beaucoup Donald Trump. Oui, en fait, il y a deux sujets sur les routes maritimes. Est-ce que le Groenland a une place dans cette zone arctique par rapport aux futures routes maritimes qui pourraient se développer à la faveur du changement climatique? La réponse est évidemment oui. La situation géographique du Groenland en fait une espèce de tour de contrôle, si vous voulez, un poste avancé que les Américains ou d'autres pourraient avoir intérêt à développer. Maintenant, sur les questions des routes maritimes elles-mêmes, c'est un marché a priori de niche qui va se développer. C'est-à-dire que les routes maritimes de l'Arctique font gagner quelques jours effectivement de navigation, mais dans une zone qui va être de plus en plus instable à la navigation par rapport
rapport à aujourd'hui, là encore, à cause du réchauffement climatique, et qui fait qu'on n'envisage véritablement qu'un marché de transport maritime depuis l'Asie du Nord-Est, Japon, Corée du Sud, Chine, vers le nord de l'Europe, et pas véritablement non plus une alternative au canal de Suez, etc. Alors, il y a une route de niche qui peut avoir une valeur commerciale intéressante, mais du coup, ça limite aussi les potentiels. Vous, en tant que spécialiste des pôles et des Outre-mer, je ne vais pas vous demander de faire Madame Irma, mais vous pensez que le Groenland a une chance, clairement, de rester indépendant, enfin de rester dans le giron du Danemark face à Donald Trump, ou à un moment donné, ça ne va pas être possible? En fait, pour répondre rapidement à votre question, je vous donnerai 3 éléments de réponse. Premier élément de réponse, le Groenland cherche à développer son indépendance. Et pour ce faire, le Groenland doit se débarrasser, entre guillemets, de la subvention annuelle donnée par le Danemark, qui représente aujourd'hui 43% du budget de l'État, en tout cas du gouvernement semi-autonome groenlandais. Donc pour ça, il faut développer de nouvelles industries, il faut développer du tourisme, il faut développer de l'agriculture, il faut développer de l'hydrogène et des dérivés, etc. C'est tout ça qui est en train de se jouer. Ça attire évidemment des intérêts du monde entier, parce que ce n'est pas les Groenlandais qui vont être capables de mettre eux-mêmes 3 milliards d'euros, c'est l'équivalent de leur PIB aujourd'hui, un petit peu moins même. C'est pas eux qui vont être capables de mettre 3 milliards de capital pour développer 1 million de tonnes d'ammoniac vert à destination de l'étranger, par exemple. Donc ils vont avoir besoin de l'extérieur. Mais le deuxième élément de réponse, c'est que les Groenlandais ont ce tiraillement entre, d'un côté, on veut notre indépendance, on veut des revenus fiscaux, et de l'autre côté, on veut préserver notre environnement aussi. Exploiter des terres rares, exploiter de l'uranium dans le sud du pays, même si les ressources sont faramineuses, 40 millions de tonnes, c'est énorme. Et le troisième élément de réponse, pour ça, il faut des grands sponsors. Et ces grands sponsors, c'est la France, c'est l'Europe, mais qui eux aussi ont leur intérêt, notamment minier. Merci beaucoup, Mickaël Ablujon-Mered, expert en géopolitique des pôles, est venu ce matin dans la matinale de l'économie.